plus des vlogs photos, j'avais envie de réaliser des hors-séries consacrées au matériel. Comme ça me permet de séparer les thématiques entre les sorties photos et la thématique matériel. Et je me disais qu'en fait, si je commençais à parler technique lors des sorties, déjà, moi, je m'y perdrais et j'y connais pas assez. Et ce serait pas très intéressant, je pense. Quand je parle de l'infrarouge, on me demande d'abord si c'est du matériel militaire ou si c'est pour faire des photos la nuit. Alors c'est pas totalement ça, même pas du tout. Peut-être que ça en découle au niveau des recherches scientifiques, j'en sais rien. Mais en gros, c'est que le capteur, au lieu de capter de la lumière classique, normale, visible, j'essaie de simplifier un peu, le capteur va capter de la lumière infrarouge sur une plage plus ou moins grande. Et en fait, on a des rendus différents suivant la plage de lumière infrarouge qu'on capte. Et moi, le rendu que je voulais, c'était le rendu classique en noir et blanc, c'est-à-dire obtenir un ciel bien noir quand il est bleu et avoir les feuilles des arbres en blanc. Il faut savoir qu'il existe différents types d'infrarouge qui varient selon les longueurs d'onde filtrées, et je m'étais servi de ce tableau très utile pour voir les différents rendus. Et pour mon rendu classique, j'ai opté pour un filtre à 720 nanomètres. Ce qui m'intéresse en fait avec l'infrarouge, c'est le rendu très contrasté, très vibrant qu'on obtient. Et parfois, il y a un aspect un peu irréel. En fait, ça, c'est dû à comment les différentes matières réagissent avec l'infrarouge. Enfin, elles réagissent pas, mais comment elles absorbent la lumière et qu'est-ce qui est réfléchi. Et on peut avoir des rendus très surprenants, notamment avec les vêtements. On peut avoir des vêtements très sombres et ils ressortent très clairs sur les photos infrarouges. Mais bon, en faisant du paysage, on a moins ce problème-là. Et pour ce qui est le côté irréel, on l'a beaucoup plus quand on fait de la couleur. Il y a une petite manipulation à faire pour obtenir ce rendu couleur, et elle consiste à inverser les canaux RGB. Alors ça s'appelle le channel swap, et ça se fait assez rapidement sur Photoshop. Et je trouvais que c'était difficile d'obtenir un résultat similaire selon les photos. C'était trop aléatoire et de toute façon, moi je voulais faire du noir et blanc. C'est plus simple. Le seul souci avec l'infrarouge, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe quand. C'est qu'en fait, il faut faire gaffe à la lumière. Mon boîtier, je le prends quand il y a assez de soleil ou assez de lumière pour créer du contraste dans l'environnement. Et je m'amuse parfois à faire des comparatifs du même sujet avec des conditions défavorables, puis dans de bonnes conditions. Je trouve que le résultat est assez flagrant et parfois je fais pareil avec un boîtier normal et là avec le boîtier infrarouge. C'est ce qui est plaisant avec l'infrarouge, on voit l'environnement d'une façon complètement différente. Le plein soleil n'est pas obligé, comme je disais. S'il y a assez de lumière pour créer du contraste ou que les matières réagissent différemment, on peut avoir un résultat satisfaisant. Et je trouve que c'est le cas avec cette photo, avec le contraste entre le clair des feuilles et le noir du tronc. Il y a plusieurs façons de faire de l'infrarouge. En argentique, c'est tout simple. Il faut choper une pellicule infrarouge et un filtre infrarouge à mettre devant l'objectif. L'inconvénient, c'est que le filtre infrarouge bouffe énormément de lumière, donc il faut faire des temps de pause longs pour qu'il y ait assez de lumière qui soit captée par le film. Deuxième solution, c'est exactement pareil mais avec un appareil photo numérique, donc il n'y a pas besoin de pellicule spéciale. On prend un filtre infrarouge qu'on met devant l'objectif et hop, temps de pause long, aux alentours des 30 secondes à peu près, ça dépend des réglages. Troisième solution qui est la mienne,
c'est trouver sur eBay un boîtier modifié sur lequel en fait on a enlevé un filtre qui était juste devant le capteur. C'est un filtre qui s'appelle un hot mirror. Et en fait ce filtre coupe les longueurs d'onde qui ne sont pas de la lumière visible. Donc il coupe les lumières UV et les lumières infrarouges. Et donc on remplace ce filtre par un filtre infrarouge avec les paramètres qu'on souhaite. Et comme je le disais précédemment, pour moi c'était une filtration à 720 nanomètres. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut faire des photos à la vitesse d'obturation qu'on souhaite, pas obligé de faire des temps de pause longs. Et sur eBay, c'est à peu près 300 € le boîtier converti. Enfin, moi, c'était 300 € parce que c'était un réflexe. Mais on peut avoir des boîtiers beaucoup moins chers, comme des bridge ou des compacts. La seule chose, c'est que c'est souvent des vieux appareils, enfin, des appareils qui ont quelques années. Donc on les trouve un peu moins chers, mais la qualité est d'époque, on va dire. Et si on est bricoleur, on peut aussi le faire soi-même. Il y a pas mal de ressources sur Internet. J'y ai pensé un moment, mais il y a une étape où on doit recalibrer le focus, et ça me faisait peur sur le réflexe. Donc je testerai peut-être un autre jour. Dernière solution, un boîtier modifié dont on a enlevé le filtre, le hot mirror dont je parlais tout à l'heure, et donc le capteur devient sensible à la totalité du spectre lumineux. Ça s'appelle full spectrum. Et il ne reste plus qu'à utiliser un filtre sur l'objectif, un filtre infrarouge. Et il faut juste avoir la bonne taille de filtre pour son objectif. Mais sinon, on peut aussi faire des photos en full spectrum, comme on voyait dans le tableau précédemment. Bon, l'infrarouge, c'est très bien, mais il y a quelques soucis qui peuvent exister. Le premier pour moi, c'est que j'utilise un boîtier qui date un peu et qui est limité par son nombre de pixels. Il a seulement 10 millions de pixels, et parfois c'est un peu juste. Bon, ça, c'est pas du tout lié à l'infrarouge, mais c'est quelque chose qui découle du procédé de comment faire de l'infrarouge. Mais c'est parfois trop juste 10 millions. Sinon, le deuxième souci, c'est que suivant les objectifs qu'on a, en fait, on peut avoir des résultats avec une tache blanche au milieu qui s'appelle un hotspot. Parce qu'en fait, les objectifs sont construits d'une façon à laisser passer la lumière visible d'une certaine façon. Et l'infrarouge traverse pas toutes les lentilles pareil. Et ça crée cet artefact, ce hotspot qui peut être gênant. Il existe des listes sur Internet, il y a pas mal de ressources là-dessus qui listent les objectifs qui n'ont pas de hotspot, ou très peu, et les objectifs sur lesquels on en trouve à chaque fois. En suivant cette liste, j'ai décidé d'acheter un 10-18 STM de Canon, sauf que j'ai eu un deuxième souci avec cet objectif, c'est que la mise au point était tout le temps dans les choux, elle se faisait trop loin, et ça c'était dû à l'infrarouge. Je devais faire la mise au point à chaque fois via l'écran en manuel, donc c'est un peu dérangeant, c'est encore faisable. Mais il y avait une perte de qualité phénoménale due à l'infrarouge. En fait, tout ce qui était assez loin, ça devenait vite de la bouillie. Et pour moi, inutilisable. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure d'avoir un arrière-plan très bouilli. Mais pour ma part, c'est pas ce que je recherchais. Donc j'ai dû le renvoyer, même s'il fonctionnait très bien avec un boîtier normal, ça marchait bien, mais c'était pas ce que je voulais. Donc j'ai pris un 24 EFS de chez Canon, le petit pancake destiné à la PSC, et la qualité est normale, c'est ce que j'ai en ce moment. J'ai juste toujours ce souci de mise au point, alors c'est moins flagrant que sur le 10-18, mais je suis toujours obligé de faire la mise au point manuellement via l'écran. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Peut-être que vos objectifs, si vous voulez faire de l'infrarouge, ne fonctionneront pas comme ils fonctionnent avec un boîtier normal. Mis à part ces petits soucis, l'infrarouge, ça reste l'outil magique et parfois le dernier secours. Quand j'arrive pas à faire quelque chose de bien avec un boîtier normal, je dégaine l'infrarouge
Et s'il y a assez de lumière, si la lumière est bonne, on peut avoir tout de suite un rendu bien contrasté, intéressant, mais toujours, parfois avec cet effet un peu étrange, de couleurs, bizarres. Et comme, j'ai tout le temps le nez dedans, comme je fais beaucoup de ce type de photos, et ben, j'ai l'impression de perdre un peu, la notion de perception de l'infrarouge. Est-ce que ça paraît, pour les néophytes, est-ce que ça paraît vraiment étrange? Est-ce que ce sentiment étrange, est-ce qu'il, transparaît sur telle ou telle photo? Parce qu'il y a des photos, je trouve que ça se voit pas forcément que c'est de l'infrarouge, et c'est un peu ce que je recherche. Avoir ce côté un peu étrange, mais pas trop. C'est là où c'est le plus intéressant. Quand il y a trop de, feuillage blanc, ça saute trop aux yeux et c'est pas forcément ce que j'ai, envie de faire, même si parfois c'est intéressant. Bref, c'est pas clair mon histoire, mais l'infrarouge, en conclusion, c'est très bien. Et je me demande juste comment c'est perçu pour les gens qui sont pas du tout dans ce délire d'infrarouge.